Cities occupy just 2. Les villes occupent que 2% de la surface du monde, mais consomment la plupart des aliments. Ils sont des acteurs clés dans le système alimentaire et qui sont responsables d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre, ce qui configure notre planète. Pour améliorer la situation, il nous faut changer notre façon de produire, manger et jeter les aliments. Les villes peuvent être leaders pour décarboniser nos systèmes alimentaires et assurer une bonne transition. Il faut chercher des solutions et les aliments sont une solution clé pour améliorer le problème de l'alimentation et du changement climatique. Et nous sommes tous partie de la solution. Le 7e forum global, le 19 au 21 octobre 2021 à Barcelone. Bon dia. Buenos días. Bonjour. Bienvenue à tous. Merci d'avoir pris le temps de venir ici aujourd'hui. Je suis... Oh, ouais, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est d'enlever mon masque et j'ai oublié. Veuillez m'excuser. Alors, voilà. Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui. Je suis Julia Lopez-Ventura, je suis la directrice régionale pour l'Europe des villes C40. C'est un réseau des grandes villes du monde qui lutte contre le changement climatique. Cette vidéo, pour introduire, parler de la crise climatique qui est étroitement liée à beaucoup d'autres crises que nous souffrons dans tout le monde entier. La crise alimentaire est une d'entre elles. Nous vivons dans une situation de crise alimentaire. Vous l'avez entendu plusieurs fois pendant tout l'événement cette semaine. L'aliment contribue à un tiers des émissions de gaz à effet de serre du monde. Et aujourd'hui, on va voir quel est le rôle des villes pour relever ce défi. Nous avons 5 intervenants dans un panel entièrement féminin pour cette séance. Merci à Barcelone pour cela. Et voilà, nous avons un panel complètement féminin qui parle de la rôle des villes dans l'agenda alimentaire du monde. Nous allons commencer avec Dr. Gunhild Stordalen, qui est la fondatrice et présidente exécutive de la fondation EAT et aussi une bonne amie du groupe C40. Merci d'être là. La fondation EAT, c'est Gunhild, c'est l'idée derrière que la planète a besoin d'un régime alimentaire sain qui est une des bases de cet événement. La Fondation EAT et en particulier Gunhild ont été leaders de l'Action Track 2 des sommets sur l'alimentation et des grands partenaires pour un changement vers la durabilité. Je voudrais demander Gunhild de monter sur scène pour partager sa vision de l'impact que nous avons en tant que ville sur ce défi global. Bienvenue Gunhild. Bonjour tout le monde. C'est génial d'être parmi vous. Heureux de voir plusieurs d'entre vous personnellement. Je veux quand même dire encore une fois merci à Pacte de Milan et à la ville de Barcelone pour nous avoir réunis ici en organisant cet événement tellement important et central. On m'a demandé de partager quelques réflexions sur le sommet alimentaire des Nations Unies de la semaine du mois passé et commenter quelques défis que nous avons vus pour le futur. J'en commence avec les bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'on a atteint? D'abord, c'est la première fois que le monde s'est réuni au plus haut niveau pour parler des systèmes alimentaires. Alors cela, en soi, n'est déjà pas moins qu'un grand succès, un énorme succès. Et ceci est
montre ce changement d'attitude, parce que ce n'est pas une petite chose ou chose facile à faire, c'est le levier le plus important pour un changement, pour une transformation. Quand on a commencé à la Fondation EAT il y a 8 ans, on était pratiquement les seuls qui parlaient de l'alimentation sous cet angle, mais beaucoup de choses se sont faites depuis. Et je dis que c'est pas une petite chose, ce changement d'attitude, parce que quand on comprend que l'alimentation, un système, ça veut dire aussi qu'on ne peut plus voir les problèmes de faim, de santé, de changement climatique séparément ou d'un problème environnemental, etc. On comprend et on voit clairement que tous ces aspects sont liés étroitement les uns aux autres. L'autre chose que nous voyons, c'est la folie de la situation actuelle. Un exemple, dans les mêmes gouvernements, on a un ministère qui continue à mettre des milliards de dollars chaque année pour subventionner la production de l'alimentation animale et créer une alimentation malsaine, vite fait. Et du ministère à côté, ils sont fous de rage parce qu'ils luttent contre des problèmes d'obésité, d'émissions de gaz à effet de serre et la détérioration de la nature. C'est un changement très puissant et un premier pas absolument nécessaire. Alors la deuxième chose, c'est que la préparation pour ce sommet a créé un monstre bénévole, bien sûr, d'énergie et de concentration. Beaucoup de pays ont leur propre dialogue sur les systèmes alimentaires, organisé à travers les ministères et tous les parties prenantes, les paysans, les sociétés agricoles, les entreprises. Et il y a environ 4 ans, que nous, avec IT et David Navarro et autres partenaires, on a été les pilotes des premiers dialogues sur le système alimentaire. Et si quelqu'un m'aurait dit à ce moment-là ce qu'on atteint aujourd'hui, je l'aurais pas cru. J'aurais jamais cru possible les percées qu'on atteint. Et ça, c'est pour moi vraiment important et très encourageant parce que déjà plus de 100 pays. Non, je crois que c'est 106 pays actuellement. 106 pays ont actuellement une voie nationale vers un système alimentaire sain, équitable, durable, qui doit être atteint jusqu'en 2030. Et ce qu'on a actuellement disponible, ce sont des documents de travail qu'il faut remplir, mais ces documents sont tous une reconnaissance qu'on ne peut pas lutter sur le front des aliments sans inclure toutes les autres stratégies et travailler sur le volet alimentaire est absolument nécessaire pour atteindre les objectifs de durabilité et les engagements qu'on a pris dans l'accord de Paris. Alors, les gouvernements nationaux ont enfin commencé à se mettre au même niveau que vous, les villes. Et il y a 5 actions ou orientations d'action qu'on a fait. Avec ça, on a créé l'agenda autour de ces 5 plans. Il y a beaucoup de sciences, il y a beaucoup de solutions qui vont changer la donne, plus de 2500 d'entre eux. On a une série de propositions mondiales qui créent un agenda pour le monde entier pour les prochaines années. Un agenda où il s'agit vraiment de fournir les outils et les ressources nécessaires pour les pays pour changer ces solutions qui changent la donne en action qui change la donne. Ce qui est important à dire, c'est que nous n'avons pas fait ça tout seuls. Les solutions n'étaient pas les nôtres. Nous avons plutôt invité le monde entier et on a fait un crowdsourcing de toutes ces solutions, de tous les parties prenantes, d'individus intéressés sur le monde entier. Et sur ce processus, nous avons écouté des jeunes, comme jamais avant, des jeunes personnes avec leurs priorités. Et c'est
le Act for Food, Act for Change, qui est mené par des jeunes dans le monde entier et qui a plus de 100 000 individus ou propositions individuelles pour des changements. C'est assez impressionnant. Et la première priorité des jeunes, c'est d'avoir tout le monde et à tout moment un accès à une alimentation saine et durable. Et vous serez heureux d'entendre qu'on a aussi des villes très engagées qui nous ont épaulés sur tout le processus, des fonctionnaires qui ont contribué avec des idées qui changent la donne, aussi d'autres propositions d'action. C'est génial. Tout cela pour dire que on a quand même eu des défis et on les a toujours. Nous avons vu vraiment vu l'expérience directement, l'intérêt que les gens impliqués font tout ce qu'ils peuvent pour enlever les freins à une évolution. Les industries, avec leur intérêt dans l'industrie, dans la production industrielle, l'industrie alimentaire, le gouvernement, les départements qui restent accrochés dans la situation actuelle. Alors, il y a beaucoup d'efforts pour distraire, pour créer de la division, pour dévier l'attention, mais ce n'est pas une surprise. Ce qu'on essaye de faire avec vous tous, nous essayons vraiment de réveiller les gens, de les avec une secousse pour des nouvelles consciences, sachant que les aliments sont 40% de la valeur créée sur le monde entier. Alors ceci doit être géré, on peut le faire, mais ceci demande pilotage politique fort et des intérêts, un engagement fort. Mais les gouvernements doivent aussi mettre en place des politiques et des régulations basées sur la vraie valeur de l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, le prix des aliments, vous le savez parfaitement, ne reflète pas vraiment toutes les conséquences positives et négatives de nos choix alimentaires. Je veux dire, le menu burger que vous pouvez acheter ici en face, dans les restaurants de fast-food, si vous calculez le coût vrai, le vrai coût en santé, en système de durabilité, c'est vraiment très cher et ça le prix du burger ne reflète pas ça. Alors, c'est pas facile de remettre en cause la situation actuelle, mais c'est exactement ce que nous devons faire et ce que nous faisons. Et les villes le font. Et ceci de multiples façons, et nous allons... Beaucoup de ce que nous allons atteindre sera déterminé en grande mesure dans les villes. En 2050, la plupart de l'alimentation sera consommée dans les villes, 80%. Une urbanisation aussi rapide a des implications énormes sur les systèmes alimentaires à tous les niveaux. Alors, nous ne pouvons pas résoudre nos défis de système alimentaire sans un pilotage fort de la part des villes, de vous. Mais allons formuler ça de façon plus positive. On essaie toujours de le faire. On peut dire que nos villes, c'est-à-dire vous êtes peut-être notre plus grande espérance. Vous êtes assez grand pour avoir un impact systémique et vous êtes assez petit pour vous organiser et faire vraiment les choses. La déclaration des C40, le pacte de Milan et maintenant aussi le challenge de Barcelone, tout ça, ce sont d'excellents exemples où les villes prennent déjà de très grands pas vers l'action. Mais maintenant que les gouvernements nationaux se réveillent et avec ces voix nationales qui sont en train de se créer sur le monde entier, je crois que là, vous, comme ville, vous avez une opportunité incroyable et une responsabilité de vous positionner comme les acteurs de l'avant-garde de l'action pour que ces
voies créées deviennent réalité et que nous puissions atteindre notre objectif pour 2030 en termes d'un système alimentaire durable et sain. Vous avez aussi la grande chance de montrer au gouvernement national tout ce qui est possible et jusqu'à la COP 26 et au-delà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pleine puissance vers l'avant et tous ensemble, main dans la main, parce que le temps se termine, mes amis. Ce que nous faisons ou ne faisons pas dans les prochains 5 ou 10 ans sera décisif pour le futur de l'humanité sur cette planète. Alors, nous devons travailler ensemble, nous travailler main dans la main comme jamais auparavant. Nous avons tellement à apprendre de vous comme leader des villes, mais en même temps, je sais que nous avons aussi beaucoup à vous proposer pour épauler votre travail. Et moi, je crois qu'ensemble, nous pouvons vraiment mettre plus de pression, beaucoup plus de pression sur les gouvernements nationaux, pour qu'ils augmentent leurs ambitions sur ce volet. Alors, je vais terminer avec une confession. Nous avons beaucoup fait avec notre processus et franchement, on a aussi gaspillé beaucoup de temps dans des débats et des réunions interminables. Vraiment, et ceci en dépit de l'urgence dans laquelle on est. Nous avons les connaissances, les solutions. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est la volonté politique. Voilà pourquoi j'ai fait une action. Vous voyez cela. Voilà mon proposition formelle pour un autre objectif de durabilité. Arrêtez les conneries. Mettez de l'huile de coude. If you can join me for 5 minutes, thank you very much. Oui, vous venez ici 5 minutes, d'accord? Ça, c'était vraiment très impressionnant. Surtout le slogan arrêtez les conneries ou le pipeau, je ne sais pas ce qu'elle a mis en français, je ne l'ai pas vu, désolé. Alors, pour le public, c'était le plaisir d'entendre Gunhild Stordalen, qui a fait un excellent travail en dépit de toute bureaucratie, ou pour le dire d'autre façon, Gunhild nous laissera d'ici peu. Alors, on a 5 minutes encore sur la scène. Alors, on a décidé ensemble de changer un peu l'agenda. Nous allons ouvrir une mini-ronde de questions-réponses du public. 5 minutes. Alors, 2 questions, je pense. Vous allez comprendre les raisons. Et nous avons déjà une ici. Le microphone est en chemin vers vous. Oui. Allô. Je suis Margaret Nandé. Je viens de France et je viens pour Via Campesina. C'est un mouvement mondial de petits fermiers. Et nous, comme Via Campesina, avec des centaines, des milliers de mouvements sociaux sur le monde entier, nous, on a décidé de boycotter le sommet du monde alimentaire des Nations Unies et a eu un énorme conflit d'intérêts. C'est le résultat d'un partenariat entre le Forum économique global et Antonio Gutiérrez, le secrétaire général. Et depuis le début, ils ont décidé ils choisiront les champions des aliments. Évidemment, nous, la Voie Campesina, comme petits producteurs, nous ne sommes pas leurs champions. Ils ne vont pas opter pour nous. Ce sont les grandes corporations, les grandes organisations, quelques ONG, quelques mouvements avec lesquels c'est bon de coopérer parce qu'ils coopèrent avec les grandes institutions, les grandes emprises. Mais nous, les petits, on produit 70% des aliments avec 30% des ressources. Et pour nous, le défi majeur, c'est la recherche de terre, d'eau
et de ressources, c'est les grandes entreprises qui prennent le pouvoir, qui nous enlèvent le sol et la terre, l'eau et les ressources. Voilà pourquoi nous avons décidé le boycott. Nous continuerons. Nous disons que la bonne place pour débattre l'alimentation et les problèmes d'agriculture est au niveau des États. C'est un comité des Nations Unies où ce sont les États qui décident. Alors, ça paraît très beau, nous sommes tous ensemble, on travaille main dans la main, mais les choses ne fonctionnent pas comme ça. Nous, les petits fermiers, on n'a pas le même pouvoir que Mayer, ou Monsanto, Corteva ou les grandes entreprises. C'est pas vrai que nous, on peut être tous ensemble parce qu'eux, ils prennent notre terre, ils occupent nos places. Alors, les États, nous voulons que ce soient les États qui reprennent la responsabilité. C'est à eux de décider et non les grandes entreprises. Ce qui se fait actuellement aux Nations Unies, c'est un scandale. Ils donnent le pouvoir aux grandes entreprises et des grandes fondations, Gates, Ford, Rockefeller. Ils ont un tapis rouge aux Nations Unies. Mais les responsabilités est de protéger les intérêts des personnes, ceux qui mangent et ceux qui produisent, mais pas l'intérêt des grandes entreprises. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci pour cette réflexion très ouverte. Honnêtement, il n'y avait pas une question, mais je pense que vous voulez savoir quelle est notre réaction, savoir ce que nous allons faire. Ouais, j'adorerais de commenter. Merci d'écouter, d'entendre cette frustration. Nous sommes conscients que vous avez boycotté le sommet. Vous n'étiez pas les seuls. Nous comprenons pleinement vos préoccupations et le conflit d'intérêts. J'en ai brièvement parlé, les grandes entreprises, mais nous croyons toujours que nous sommes mieux placés si nous réunissons tous les petits fermiers, la société civile et vous et les gens de tout le monde entier et aussi les entreprises. Ce que ne s'est jamais fait auparavant jusqu'à ce sommet. Et quand on regarde les solutions qui changent la donne qu'on a trouvé, l'agenda des actions qui a été élaboré, elle ne reflète pas les intérêts des grandes entreprises. C'est agroécologique, il s'agit de les aliments sains et durables disponibles pour tout le monde de partout. Alors, les Nations Unies est vraiment le forum où ces intérêts doivent être couverts, non seulement les grandes entreprises, mais c'est aussi les intérêts de tous, mais avec les gouvernements et avec tout le monde. Nous avons des problèmes avec ce progrès et il faut relever le défi. Je vous demande de ne pas abandonner. Travaillons ensemble pour que ce processus de multiples parties prenantes soit vraiment une équipe. On a besoin des voix des petits fermiers et je peux vous assurer que tout le monde qui a été impliqué dans les équipes, plus de 500 personnes depuis des organisations du monde entier, ils sont tous à vos côtés et sont d'accord avec ce que vous dites. Et nous avons besoin d'un équilibre, d'une rémunération juste. Il faut payer les fermiers, tout le monde et ceux qui font une bonne nourriture pour les êtres humains, évidemment. Oui. Alors, je pense que le temps s'est écoulé. Merci de votre temps et nous continuerons avec la séance. Mais avant cela, je voudrais bien demander un applaudissement fantastique pour Gunhild Stordalen. Merci beaucoup de m'avoir invité et oui, les détails de contact avant de partir. D'accord, merci. So, let's continue. Alors, nous allons continuer avec notre séance d'aujourd'hui. Notre
deux prochains intervenants, Marcela Villarreal et Carmen Urbana. Bienvenue à toutes les deux à cette séance plénière. Marcela Villarreal, c'est la directrice des partenariats et collaboration des Nations Unies chez FAO, et Carmen Burbano est la directrice des programmes basés dans les écoles WFP. Bienvenue à toutes les deux. Alors, on va passer la parole à Marcela. Marcela, vous êtes la directrice des partenariats et collaboration et une bonne amie du pacte de Milan, et je pense que ces minutes sont correctes. Vous avez participé dans d'autres éditions de cet sommet aussi. Oui, la FAO travaille et comprend que les villes et les gouvernements peuvent mieux articuler les possibilités. Après ce sommet des Nations Unies et les apportations du public, après tout cela, comment ces leçons apprises peuvent être utilisées dans les prochains sommets, le COP26, le sommet pour l'alimentation et la croissance? Je vous ai pas encore présenté, je vous ai présenté Carmen, mais voilà, je vous passe la parole pour vous positionner à cet égard. Merci, je suis heureux d'être parmi vous à ce 7e forum. C'est vrai, j'étais présente dans les 7 précédents sommets et je suis très heureux de voir l'évolution pendant les années. Je voudrais profiter pour dire merci pour cette invitation et de revoir et de parler sur le rôle des villes au niveau régional et global. Le secrétariat général, comme il l'a dit, a fait un sommet alimentaire, et il y a des défis éthiques, la faim, malnutrition, dû surtout à 3 facteurs et d'autres, mais surtout 3. Dû à la nature systémique, mais d'abord la pandémie, changement climatique et des conflits. Les défis de créer des systèmes alimentaires durables ont été parlés ou débattus pendant toute l'organisation et les derniers temps. Et cette mobilisation a été vraiment importante parce que beaucoup de parties prenantes étaient présents. 188 pays ont participé, donc une grande participation. Et pour les actions des gouvernements, et on voit que tout le monde est conscient du droit à l'alimentation de tous. Et un des points clés est les systèmes alimentaires dans les villes, parce qu'il y a il y a énormément de dialogues alimentaires dans beaucoup de dans les villes pour voir comment on peut transformer les systèmes alimentaires qui doivent être transformés pour être plus durables, mais très important aussi, plus équitables. Alors, Gunhild a parlé sur des propositions, sur des solutions qui changent la donne. On a entendu que ça venait des experts, des parties prenantes, plus de 2000 solutions. Alors, dans la totale du sommet, le défi est relevé que la question alimentaire reste sur le premier point sur l'agenda et que les nations continuent avec leur voie commencer vers un système durable. Un résultat du sommet a été reconnaître l'importance des systèmes alimentaires urbains. Il y a un long chemin à faire pour atteindre une durabilité à tous les niveaux.
Mais le développement historique, les villes ont été reconnues comme une partie essentielle des solutions pour le climat, la pollution, et avoir une meilleure vie pour tout le monde. Pour tous les trois aspects, les villes sont des acteurs prioritaires. Alors, pour les pendant le processus, on a beaucoup parlé du système alimentaire pour les villes, mais à une transformation de ces systèmes vers une durabilité ont besoin d'une politique verticale et horizontale. Qu'est-ce que ça veut dire? Intégrer des politiques et des approches, c'est bien, sur ces systèmes, mais en incluant les autres points, la santé, infrastructure, etc. Ensuite, assurer la cohérence de tous les politiques, toutes les approches au niveau national et au niveau local. Alors, c'est une mise en commun de toutes les capacités des gouvernements locaux dans les villes et sur tous les niveaux, institutionnels, légal, etc. Deuxièmement, il faut des mécanismes de gouvernance qui permettent donc que ce sujet soit sur sur la première page des agendas. Alors au niveau mondial, c'est la plateforme déjà existante qui pour le COP26, pour le sommet sur la nutrition qui va se faire. Et ensuite, il y a un besoin croissant de solutions basées pour les systèmes alimentaires. Ce continuum alimentaire est relevé par les petites villes et les villes moyennes, et les zones urbaines peuvent devenir les agriculteurs des activités locales, urbaines et périurbaines. Les villes moyennes peuvent être des villes de marché, des hubs de distribution. Ils peuvent connecter les producteurs et les consommateurs à travers des grands marchés. Quelles pourraient être des possibilités? Moi, les orientations, d'abord, 4. Établir une coopération au niveau national et local pour des défis locaux, pour promouvoir la transformation du système alimentaire. Ensuite, la coordination des systèmes alimentaires, essentielle pour l'intégration verticale et la cohérence sur tous les niveaux de gouvernement. Et si vous n'avez pas entendu, les coalitions des système alimentaire offert, c'est pour le sommet. Je pense que c'est une approche très importante et un objectif atteint très important. Il y a eu beaucoup de coalitions dans ce processus. C'était pas évident d'arriver à un accord, mais on est arrivé à cette coalition des systèmes alimentaires urbains. Alors une coalition qui épaulera des liens entre les villes et les gouvernements, entre les villes et les groupes de travail coordonnés par FAO et GAME. Et ça peut être le nœud d'une nouvelle coopération et qui peut s'élargir. Je suis heureux de dire que le nombre de pays qui ont exprimé leur intérêt à cette initiative, et c'est important d'avoir un engagement complet de la part de grands pays. Cette coalition est un pas très important pour avoir l'implication des gouvernements nationaux et subnationaux pour les actions et les politiques alimentaires. En retournant sur le CVS, on est d'accord élargir le groupe de conseil de cette plateforme de façon à ce que la voix
pourrait être une voie permanente d'apportation et de redistribution, une plateforme où nous unissons les gouvernements et la société civile et l'économie privée. Ensuite, les données et les preuves en données. Alors, on a des experts à très haut niveau, mais il y a aussi d'autres parties prenantes qui doivent être convaincues à travers des preuves et des données. Et il faut qu'ils voient qu'il y a des systèmes alimentaires sous-nationaux. Alors, pour avoir un levier pour avoir tout le monde du même côté pour épauler cette évolution sur les systèmes alimentaires et les plans d'action qui sont à mettre en place. Une coordination est nécessaire pour que ce soit efficace, équitable et résilient. Pour la FAO reste engagée pour épauler les gouvernements à tous les niveaux pour cette transformation. Avant de terminer, je voudrais vous féliciter pour le grand travail qui a été fait. Le travail dans la reconnaissance du rôle important des villes dans les systèmes universitaires, les systèmes alimentaires des villes. Merci de votre attention. Thank you very much, Marcela, for your work. Merci, Marcela, pour vos explications. I would like to ask the audience to please save your questions. Je vais vous demander de garder vos questions jusqu'à la fin et je voudrais demander Carmen Bourbano. Voilà, je l'ai déjà présenté, directrice des programmes basés dans les écoles. Vous êtes responsable pour les écoles et c'est un sujet très important pour notre événement. Début 2020, il y a eu des problèmes de chaque 2 écoliers a besoin d'une alimentation pour avoir de manger à l'école pour avoir une alimentation saine. C'est donc un système essentiel pour une alimentation saine. Il y a une coalition épaulée par 60 pays, 50 partenaires, évidemment le pacte de Milan aussi. Et la question pour vous, comment les villes peuvent bénéficier de la participation des différents pays, travailler ensemble avec eux, et de notre côté, comment les villes peuvent pousser les gouvernements, leurs pays à participer dans la coalition. Vous avez la parole. Merci de votre invitation pour ce genre de conversation est essentielle pour assurer que la continuité de ce discours, on l'a déjà entendu, en général, l'esprit de ces sommets est vraiment de continuer ce réveil initial de ce géant si positif pour rester en mouvement, mais je voudrais simplement reprendre une explication de quoi il s'agit, cette coalition. Beaucoup d'initiatives ont été lancées au sommet, Gunhild l'a dit, et là, c'était celle qui avait eu le plus de consensus. Et c'est très... Je veux que vous voyez très clair ce que c'est. Guidé non par les Nations Unies, rien, c'est par les gouvernements qui se sont assis ensemble de Finlande et de France. Ils se sont réunis pour dire nous avons une plateforme qui a fait ses preuves, qui est bonne pour transformer les systèmes alimentaires au niveau mondial, mais en même temps garantit une alimentation saine et durable dans les écoles. Et dans le contexte de la pandémie, c'était encore plus urgent parce qu'on a vu les mêmes évolutions dans le monde entier, n'est-ce pas? Presque le problème, tout est tombé par terre, quoi. Et là,
avec ça, on peut atteindre beaucoup de ces cas. On peut aider des situations dans des situations difficiles, mais créer aussi des liens avec les petits fermiers, avec les marchés locaux. Et alors, quand on regarde une solution aussi concrète qui s'est mise en place sur le monde entier, mais il fallait la restaurer à cause de la pandémie, mais on ne s'est pas réunis avec ces pays et on a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces programmes apportent une transformation pour augmenter leur qualité et incorporer de nouvelles approches, de meilleures approches, surtout changement de la valeur durable et pour les incorporer dans les programmes de repas à proposer dans les écoles. Voilà l'idée de cette coalition. 60 gouvernements se sont joints à nous et ce n'est pas une chose informelle. Ce sont des engagements qui ont été signés par des présidents ou des ministres de ces 60 pays. Et avec eux, 50 partenaires se sont engagés. Les 5 grandes agences comme UNICEF, UNESCO, FAO, etc., mais aussi des think tanks, des institutions universitaires, des ONG. C'est vraiment une plateforme qui peut s'élargir et qui peut être appliquée ou être très utile pour beaucoup de problèmes. Je veux souligner que le C40, avec 97 villes, le monde entier nous ont épaulés. Merci pour cette dynamique, mais merci d'être ici moi aussi. Merci à tous pour votre intérêt. Alors, vous m'avez demandé pourquoi c'est important pour les villes. Vous avez dit que les écoles, les systèmes de formation sont importants. On sait que 30% des villes ont des systèmes d'alimentation dans les écoles, ce qui montre que ça a un rôle très important de ce qu'on fait pour garantir un aliment sain, durable et sécurisé pour les enfants. Par exemple, la ville de Paris, il y a quelques années que j'ai vu ça, qui sert 30 millions de repas par an dans 1300 cantines. C'est vraiment un grand réseau de sécurité, un des plus grands qui existe dans cette plateforme, et ça pourrait être transformationnel. Vous savez, 70% des aliments sont consommés dans les villes. Donc là, ce sont des sujets essentiels. Nous pensons comment ces plateformes, ces réseaux de sécurité peuvent être utilisés comme instruments de transformation. Quelle est la proposition de la coalition pour les villes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors d'abord, environ la moitié des villes qui se sont joints au pacte de Milan sont dans des pays qui font partie de la coalition. Donc, on a déjà une partie importante. Par exemple, Addis Abeba, Bogota, Chicago, Copenhague et beaucoup d'autres villes comme San Francisco, Moscou. Tous ces gouvernements, tous ces pays se sont déjà joints à la coalition. Ceci veut dire pour vous, ceux qui sont de ces villes dans des pays qui font déjà partie de la coalition, que vous, en premier lieu, que ces pays se sont engagés à développer un engagement national. Alors, ils vont assurer l'accès de ces enfants pour que ces enfants aient une alimentation saine comme avant la pandémie. Et au-delà de ça, on sait que dans beaucoup de villes et beaucoup de pays, les enfants n'étaient pas visés. Beaucoup d'enfants qui vivaient dans une pauvreté extrême n'étaient pas couverts par les mesures qui avaient été prises. Alors l'idée, c'est d'augmenter les budgets pour les atteindre aussi. Et le troisième point,
C'est très important. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les villes peuvent faire pour travailler avec les gouvernements pour améliorer la qualité et l'impact de ces programmes? Il y a un autre élément important que les villes peuvent épauler, c'est le lien entre les entités locales et le gouvernement. On sait qu'en Copenhague, le ministre d'éducation travaille avec le Danemark pour épauler le système de cantine dans les écoles. Et ça peut se faire dans des conversations locaux nationales, pour qu'on puisse apprendre, pour que les enfants puissent non seulement apprendre, mais aussi avoir une alimentation saine. Alors, il y a 3 points essentiels que nous voulons vous proposer en termes de partenariat. D'abord, on croit que les villes sont très importantes pour partager les meilleures pratiques et promouvoir ce que vous faites déjà. Des réseaux comme le Forum Global pour le Pacte de Milan, le C40, c'est très important pour promouvoir les connaissances, partager les expériences de ce qu'on fait déjà. Voilà une chose qui serait intéressante, ce serait de documenter et créer des meilleures pratiques. Ce serait peut-être intéressant. Un autre élément que nous voyons souvent dans les villes, vous pourriez vraiment être à l'avant-garde face au gouvernement pour introduire des nouvelles approches pour les politiques alimentaires à les écoles et des nouvelles approches dans tous les programmes. Et là, je voudrais souligner l'expérience de Copenhague qui a changé à un régime alimentaire dans les cantines favorable au climat, basé sur des plantes. Donc, je sais que ça peut être transformé aussi ici pour que ce soit une alimentation surtout organique et écologique et avec des protéines végétales au lieu d'animal ici à Barcelone. Alors c'est vraiment une approche aussi. D'autres villes ont connecté l'alimentation dans les cantines avec la production locale. Alors ce sont des choses dans les villes qui peuvent être exportées au niveau du même pays ou vers les autres pays. Et finalement, nous accueillons toute ville. Il y a différentes choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Un consortium de recherche, par exemple. Alors, on est en train de recueillir beaucoup d'évidences scientifiques pour de meilleures prises de décision et un réseau de pairs initié par l'Allemagne, et ils cherchent des partenaires. Ça peut être des villes et des gouvernements pour voir comment on peut partager les meilleures pratiques de façon plus efficace. Voilà, mon idée, c'est de vous donner une grande invitation à tout le monde pour vous joindre à ce mouvement global jusqu'en 2030. Merci beaucoup, Carmen. So, dear audience, we have a few minutes left. Il nous reste quelques minutes avant la fin de la séance. Je sais que le repas nous attend, le déjeuner, mais je voulais quand même ouvrir la ronde de parole. Si vous avez des questions pour Marcela ou Carmen, c'est le moment. Je vous invite à lever la main si vous avez une question ou un commentaire. Marcela, Carmen, I believe that we are all... Marcela, Carmen, je crois que tout le monde a beaucoup faim là. Alors, avant de terminer la séance, je voudrais dire 2 choses. D'abord, un peu d'informations pratiques. N'oubliez pas, je pense que vous avez peut-être des bouteilles. Oui, peut-être, s'il n'y a pas de questions, on peut réagir à... Ah, oui, à l'apportation de Via Campesina. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, oui, bien sûr. Alors, je termine avec les potages. Pensez-y, rendez vos bouteilles. Voilà, Marcela, à vous. Merci, merci. Oui, en effet. Et de nouveau,
Gunhild a dit, nous sommes très conscients du boycott de la Via Campesina et d'autres organisations de la société civile de notre sommet alimentaire. Ça a été très fortement perçu chez la FAO parce que les voix de la société civile et surtout Via Campesina a été écoutée depuis longue date. On ne peut pas penser à un futur de la système alimentaire sans les voix, les idées et l'action de la société civile et surtout de partenaires de longue date comme Via Campesina. Alors, oui, nous allons certainement vouloir continuer ce dialogue avec Via Campesina et le partenariat, y compris par la plateforme citée. Ce se fera dans le suivi du sommet du système de chemin alimentaire. Alors, je suis sûre que nous allons coopérer dans le futur à ce niveau. Pour réagir aussi à Carmen et son importante contribution, en fait, je pense que si nous voulons voir un très bel exemple de partage de bonnes expériences, de bonnes pratiques entre les villes, c'est vraiment le pacte de Milan qui a vraiment recueilli un excellent de base de meilleures pratiques aussi sur l'alimentation dans les cantines à l'école pour aussi le procurement des et approvisionnement directement de la part des fermiers. Et ça a un double effet, n'est-ce pas? Et renforcer donc ces liens entre les villes et les autres acteurs contribue à une meilleure alimentation et plus d'impact sur les producteurs aussi. Alors, en fait, certaines de ces initiatives excellentes provenant de villes ont reçu des prix aussi. Alors, le prix du pacte de Milan a reconnu vraiment ces excellentes propositions aussi avec le award du pacte de Milan. Alors, je suis heureuse parce que je pense que tous nous pouvons contribuer à ces solutions qui changent la donne. Et je voudrais inviter Via Campesina aussi de participer dans ce processus de mise en pratique à travers leurs contributions et leur voix. Les deux nous sont absolument nécessaires, tout comme celles des autres parties prenantes. Merci. Merci beaucoup, Carmen. Vous voudriez prendre la parole à ce sujet aussi? Self off of mute, okay. Ah oui, j'étais éclair. Ouais. Je voulais simplement remercier à tout le monde. Merci à tous de nous avoir invités. Nous sommes conscients que pas tous les constituants n'étaient en accord avec le processus du sommet alimentaire. Mais comme j'ai dit avant, c'est vraiment un sujet très important aussi au sein des Nations Unies. Et pour tout, nous parlons parfois avec des partenaires qui sont peut-être d'avis qu'il faut élargir les dialogues. Et c'est vrai, nous devons dire que surtout dans la coalition et de ma part, là que nous avons piloté notre coalition, nous avons compris qu'il y a par exemple une influence et une tâche très importante qui doit être assumée de la partie d'économie privée, mais il y a en même temps un énorme risque et il y a un conflit d'intérêts, c'est vrai. Je voulais partager l'exemple, l'approche que nous avons décidé. Nous avons essentiellement décidé qu'il y aurait un débat au sein de la coalition sur les règles de l'engagement du secteur privé. Alors, une espèce de charte de principe, quelque chose comme ça, qui nous permet d'identifier des entreprises qui sont axées sur nos valeurs, nos objectifs,
qui veulent vraiment créer quelque chose de durable. Voilà le chemin que nous avons décidé face à la participation privée, parce qu'elle est essentielle pour avancer, mais je comprends aussi qu'il y a des risques qui doivent être gérés et des conversations qui doivent être menées sur nos attentes. Voilà. Merci, Carmen. Alors, encore une fois, est-ce qu'il y a une question du public? Via Campesino voudrait réagir. The microphone is reaching you. Le micro arrive. Oui, merci. Désolée de reprendre la parole encore une fois. Nous avons très envie de travailler avec tous les États, tous les gouvernements, toutes les agences des Nations Unies. Nous croyons que c'est eux les acteurs légitimés pour prendre des décisions. Et il y a 3 points qui sont nos priorités, qui n'ont pas été pris en compte dans ce sommet. D'abord, la souveraineté, alors prix et marché. Deuxièmement, j'ai pas compris. Et voilà, les ressources. Nous avons besoin de terres, d'eau, de ressources qui doivent être équitablement distribuées entre tous, les fermiers, les pêcheurs. Et le troisième, c'est une agriculture basée écologique, parce que ça devrait être évident. Mais il y a des acteurs, surtout des grandes entreprises, font croire que nous pouvons produire des aliments durables avec technologie, biotechnologie, des robots. Mais je vais vous dire, ce n'est pas vrai. Ils vont vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, beaucoup d'huile, beaucoup de pétrole, et vont détruire notre travail. Les fermiers du monde entier, nous devons défendre le fait que actuellement, les petits fermiers et les petits pêcheurs, ce sommes nous qui produisons les aliments. C'est pas l'industrie. Eux, c'est l'huile de palme, des trucs comme ça. Nous, c'est nous qui alimentons les gens. Mais il nous faut plus de fermiers pour le futur. Alors, comment pouvons-nous être ensemble pour assurer que les fermiers ont accès à la terre, à l'eau et à leur place, accès à de bons prix et au marché. Et tout ça, nous sommes en conflit avec le secteur privé. Alors, il y a une solidarité, vous dites, mais c'est pas vrai. Il faut mettre le conflit sur la table et le gérer. Voilà. Merci. Thank you very much. Merci. Et ne vous préoccupez pas si vous avez pris 2 fois la parole, parce que c'est non seulement bienvenu, mais nécessaire que vous preniez la parole. J'ai 2 choses à dire. Rendez vos bouteilles. Et la deuxième chose, avant la clôture de cette séance, je voudrais partager avec vous une nouvelle de dimanche dernier. La ville de Milan a eu le premier prix dans la catégorie Monde libre sans déchets. Ce prix Earthshot a été lancé par Cambridge. C'est le prix le plus renommé dans l'histoire. Alors, Milan est seulement une ville décernée dans une catégorie avec 1 million de livres. Et je voudrais simplement terminer cette séance avec mes félicitations pour la ville de Milan. Merci beaucoup. We can go to lunch now. Et là, maintenant, on peut aller déjeuner.